Le balai des leaders politiques se poursuit à Sirtouria. Après le candidat de l'UFR Sidia Touré, le professeur Alpha Condé, après la proclamation officielle des résultats de la présidentielle par la Cour constitutionnelle qui a vu la victoire du président sortant, le locataire de Sirtouria a reçu successivement la candidate du PEG et celui de l'UGDD, Georges Gandhi Faraguetunkara. Avec Marie-Madeleine Valérie Djobati, il a été surtout question du développement agricole. On a parlé principalement d'agriculture. L'agriculture est sa priorité, je crois, sa première priorité. Le président, il veut réellement travailler, il veut s'impliquer dans l'agriculture, il veut s'impliquer dans les projets de développement. Et je pense que c'est réellement aujourd'hui le développement du pays qui lui tient à cœur. Il était au rendez-vous pour évoquer les problèmes sociopolitiques du pays. Nous avons eu cet honneur d'être reçus par le président de la République, avec lequel nous avons fait un tour d'horizon sur la situation au lendemain de ces élections. Nous avons donné nos sentiments qui sont aujourd'hui que le plus important, c'est que la Guinée se réconcilie avec elle-même, c'est que la Guinée se mette au travail du développement, c'est que la Guinée se remette au travail de l'union, c'est que la Guinée se remette à l'unité et qu'ensemble, sans exclusive, les fils et filles du pays puissent partir un avenir et un futur meilleur. Donc, c'est autour de ces questions que nous avons discuté. Le président de la République nous a traduit toute sa disponibilité à œuvrer dans le sens d'une Guinée émergente, dans le sens d'une Guinée unie, dans le sens d'une Guinée réconciliée avec elle-même. Alors, c'est sur ces termes rassurants que nous quittons et nous souhaitons bon vent au pays, dans l'entente, dans la cohésion sociale surtout. Nous sommes au lendemain d'élections, la Cour constitutionnelle a tranché, nous sommes des républicains, nous ne pouvons que nous soumettre à une décision d'une institution républicaine et nous allons reprendre notre bâton de pèlerin pour prôner la Guinée, mais la Guinée unie, la Guinée forte, la Guinée qui veut ensemble, avec tous ses fils et filles, aller vers la paix, vers le bonheur, vers la réconciliation et surtout vers l'inclusion de chacun et de tous. Les rendez-vous se statuent pour rencontrer le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Ce défilé des acteurs politiques qui étaient en lice pour l'allocation du palais Sirtouria alimente les débats à travers la cité et suscite assez de supputations. La grosse question qui reste sans réponse est de savoir si toutes ces tractations aboutiront à la nomination d'un gouvernement d'union nationale. Suite à la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle le samedi 38 octobre par la Cour constitutionnelle, la coalition des partis politiques pour la rupture a conféré ce mardi à la Maison commune des journalistes dans le but de contester les résultats de la Cour constitutionnelle. La Cour a tout simplement validé les résultats de la CENI. Pourtant, en analysant le contenu de l'arrêt, on peut aisément relever certaines défaillances de jugement. Prenons la contradiction apportée par le BL en termes de différence de chiffres. En effet, la Cour reconnaît une différence de 20 voix et déclare que cela est mineur et n'a pas d'influence. Cependant, la Cour fait sciemment d'ignorer qu'une différence d'une seule voix peut ou pas élire un président, à plus forte raison une différence de 20 voix. Mais la Cour a fait quelque chose de plus grave. En effet, relativement au vote sans enveloppe, la Cour s'est fourvoyée. Son arrêt est unique en la matière dans la mesure où l'article 67, je m'arrête à ce niveau pour inviter
Plus loin, Faye Milimono qualifie la CENI d'irresponsable. Mieux, pour tenter de motiver sa décision, la Cour fait état de l'état de nécessité pour justifier le vote sans enveloppe. Je dois aussi rappeler que les candidats que nous étions pour une élection libre, transparente et crédible, jusqu'à la dernière minute, avions sollicité auprès de la même CENI qui clamait haut et fort qu'elle était complètement prête à conduire ce processus. La Cour vient aujourd'hui de parler d'état de nécessité parce que les enveloppes ont manqué. Cela veut dire que la CENI n'était pas prête et elle a été irresponsable. Le candidat du bloc libéral a dévoilé certaines irrégularités. Le président de la Cour constitutionnelle dit que ces bulletins qui ont été déterrés n'étaient pas cochés. Autrement dit, le choix par les électeurs n'avait pas été fait. Le dépouillement de ces bulletins, le journaliste qui s'est déplacé, c'est un des vôtres. Il peut le témoigner. Il y avait également des observateurs de l'Union européenne. Et devant le bureau des observateurs de l'Union européenne en Zéro-Corée, on a montré effectivement que c'est coché. Et je vais vous dire ici quel était le résultat de ces bulletins déterrés. Au dire de Faye Milimono, sa coalition fait recours à la Cour de justice de la CEDEAO afin d'avoir gain de cause. C'est à travers l'organisation des 8 sketchs, poèmes et défilés de mode et autres activités culturelles que la structure Vision Future Agency, VIFA, a officiellement lancé ses activités ce samedi à la Blue Jaune de Kaloum. Engagée à œuvrer pour la promotion de la jeunesse guinéenne, Mariam Kamara revient sur les objectifs de l'organisation naissante. La prestation des danseurs traditionnels et celle des paroliers du Sud en poème. Conférence sur l'ethnocentrisme et le racisme. La présentation des mannequins en défilé de mode traditionnel. Cette nouvelle maison de promotion de la culture guinéenne entend élargir son champ d'action dans tout le pays. Donc si je suis élu à ce poste, mon rôle sera, je donnerai une nouvelle vision au domaine communautaire. Et je garantirai une relation de confiance entre l'Agence Ensemble internationale Conakry Excellence et la communauté à travers des approches participatives. Je proposerai un plan de financement de nos projets inclus dans le plan d'action local 2016. C'est vrai que nous, à Conakry Excellence, on a des projets arts un peu traditionnels tels que nous avons le projet PALU au mois de juin et le projet IST VIA-SIDA au mois de décembre. Pour annoncer les couleurs de la structure de promotion de l'éducation et de la culture du territoire, la VIFA ambitionne d'apporter une nouvelle touche afin de valoriser la culture guinéenne. C'est suite à la publication d'une vidéo de viol par un certain Tafsir Touré sur les réseaux sociaux portant atteinte à la personne de Mame Diallo que le porte-parole du ministère de la Sécurité a tenu un point de presse ce lundi à la CRT de Conakry pour faire le point sur la situation. Les services de police, donc, à travers l'OPROGEM, c'est l'Office de la promotion du genre et de l'enfant, a ouvert une enquête préliminaire suite à la diffusion sur les sites, les réseaux sociaux, Facebook et autres, d'une vidéo de menace suivie de viol d'une fille. Donc, OPROGEM, en rapport avec le commissariat central de Kaloum, a cherché à identifier
la victime. Elle a accepté de se rendre au niveau de l'OPROGEM, où étant, elle a accepté librement de déposer une lettre plainte qui a été enregistrée sous le numéro 405 du 28 octobre 2015 contre Tafsir Touré pour menaces, viol et cybercriminalité. C'est lui, Sekou Souma, alias Angelo, le manager de Tafsir Touré, fut interpellé et conduit à l'OPROGEM pour enquête. Sekou Souma donc reconnaît être effectivement au courant de la diffusion de cette vidéo au moment où il était en compagnie de Tafsir Touré et ils sortaient d'un cimetière où les deux ont assisté à l'inhumation d'un de leurs. Sekou Souma donc le 28 octobre, donc, au moment où ils étaient en compagnie de Tafsir, entre 10h et 15h, la police était à leur trousse. C'est ainsi que Sekou Souma a décidé d'aider Tafsir à fuir du pays pour se rendre à Abidjan. Mais déjà au cimetière, la dame a eu appelé Tafsir, Sekou Souma, pour lui dire « Attention, on vient de m'informer comme quoi sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui parle de moi qui passe. Est-ce que tu es au courant ?» Il a dit non, mais il a demandé à Tafsir Touré, est-ce que c'est toi qui as diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux? Et selon lui, Tafsir Touré a dit oui, c'est lui qui a eu à le faire. Ça, c'était le 28 maintenant. Au moment où, en compagnie de Tafsir, entre 10h et 15h, ils étaient ensemble, la police était déjà à leur trousse. C'est ainsi que Sekou Souma, vu l'ampleur de la chose, lui, il a décidé d'aider Tafsir à fuir, à quitter le pays. C'est ainsi qu'ils se sont rendus, les deux, ils se sont rendus donc à l'agence Air Ivoire, où Tafsir est resté dans la voiture, tiré dans la voiture, lui, il est descendu pour aller acheter le billet. Le 28, donc, rendu à l'agence pour le faire, et le jeudi 29 octobre, Tafsir est rentré faire les formalités, et donc à 15h30, l'avion a décollé pour Abidjan. Et c'est lui qui a eu l'idée de dire à Tafsir, vu la gravité de la chose, il faut que tu te rendes à Abidjan auprès de notre tuteur où tu dois rester pour un moment. Donc Mamadi Touré Benzema, qui est là, est le complice de Tafsir. C'est à son domicile, dans sa chambre, que le viol a eu lieu à Sanderwalia, 6e avenue. Mais ce que nous pouvons vous dire avec clarté, c'est que selon les enquêtes, ce viol a eu lieu il y a environ 2 mois, c'est-à-dire le 16 juillet. Parce que selon les dits de Mam Diallo, c'est 2 jours avant la fête de Tabaski que ce viol a été commis. Les présumés complices de Tafsir Touré reconnaissent les faits qui leur sont reprochés. La vidéo là-bas, ça fait 2 mois. Maintenant, la vidéo fait colon, mardi le renne. Mais maintenant, la vidéo là-bas, bouton c'est ma colon. Ndam ma colon. Mama colon. Mais, mbole nous mbole réellement. Awa fa vidéo fait pendant l'année de quoi ndam ma colon. Ama fa ndam be. Donc, vidéo a fait ce qui est sur vidéo minerie vendredi passé na cimetière. Ça fait 2 mois maintenant depuis fête Tabaski mon là-bas. Ben une vidéo sur Facebook ma. La vidéo femme ça des mardi prochain moli. Tout lundi soit mardi afangli. Ana besoin na muna chochi. Alors nous mbore na banga yantongali. Munu na ko munu ko ana gali na kambe ko abara ma vidéo to minda téléphone. Na ali yu. Na mam non divande paga ve kai so ga na shiru benzo mu paga fi. Na go ga ali so a vidéo to na ga téléphone ko ana kai masimu be. Ana kai non di. Na ko peniril ma dan quelques minutes na wuce. Na téléphone rapproché. Ana ali gali.
amanna biangalla abara ali glali na apaga fini na no mam na kan kalima video to na nga telefon na kar masede zenya mu ya ko video ba ga dede mom ma wayan kula tantamen nan so be da ta ku ana da injina ki ipina wa munguli sese ma munguli mi munguli bon na mardi ko era min defa video sa Facebook ma ko la Ibrahima Sow inu samba nguraba ana video sa Facebook ma nto video to Facebook ma na ji fineto man na ngwan ko to na ngwa na ya oui nto video to men na Facebook ma fara ko direct ngwa na parce que ma kuto na ki. Selon le porte-parole de la sécurité, les présumés complices seront traduits à la justice pour répondre de leurs actes. Sur ce sujet, bon nombre d'observateurs demandent à ce que justice soit faite. Fin du stage de formation des entraîneurs et encadreurs ce lundi au comité national olympique du stade du 28 septembre. Stage de 6 jours initié par le bureau exécutif du Orea Athletic Club, dont le formateur n'est autre que l'unique ballon d'or guinéen Chérif Suleiman. Le formateur revient sur les différents thèmes de ce stage. Pour ces stagiaires, ils sortent de ce stage mieux outillés qu'auparavant. En Guinée, il y a pas mal d'entraîneurs qui ne sont pas du tout qualifiés, donc c'est un stage qui est vraiment avantageux pour nous. Nous avons appris beaucoup de choses dans le métier d'entraîneur de football, donc le thème a été vraiment plaisant pour nous les stagiaires. Mais à travers ce stage, donc j'ai appris beaucoup de choses sur la place de l'entraîneur, comment un entraîneur doit se comporter, comment il ne doit pas se comporter dans la vie courante et devant ses joueurs. Et je pense que la formation aujourd'hui, c'est super important et je pense qu'on a beaucoup appris aujourd'hui. Il y a plein de choses qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas et aujourd'hui on est éclairé sur plein de choses. Beaucoup de jeunes comme nous. Représentant le président du Orea, ce stage vise à renforcer les performances des entraîneurs, ce qui doit influer directement sur celles des joueurs et autres. Cette formation vise à porter sur la mise à niveau et le renforcement des capacités des entraîneurs et des éducateurs de football que vous êtes. Messieurs les stagiaires, pour atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés, vos critiques, vos suggestions, propositions et conseils sont les bienvenus, car on ne finit jamais d'apprendre plutôt. Les stagiaires dans leur majorité souhaitent à nouveau ce genre de stage. Des attestations de participation ont été distribuées aux différents stagiaires. Les avions continuent d'atterrir à Sharm el-Sheikh, amenant avec eux toujours plus de touristes. Certaines compagnies aériennes ont annoncé qu'elles modifiaient leur plan de vol de leurs appareils au-dessus du Sinaï, jusqu'à ce que l'enquête ne clarifie les raisons du crash. Les taux d'occupation ont commencé à grimper. Pour cet hôtel, il est déjà de 75%. Ce ne fut pas toujours le cas au cours de ces dernières années. Mais les hôtels s'attendent encore une fois à avoir un certain nombre de réservations être annulées prochainement. Pour le moment, nous n'avons enregistré aucune annulation. Cependant, il faut rappeler que pendant le week-end, les bureaux ne sont pas ouverts. Il est donc difficile de se prononcer pour le moment. Pour le moment, le flux de voyageurs reste constant. Parmi les 62 vols prévus ce week-end à Sharm el-Sheikh, aucun n'a été annulé. Et le port maritime de la station balnéaire a reçu plus de 2500 visiteurs dimanche dernier. Nous adorons les Russes, ce sont des gens amicaux et pendant la période difficile de ces dernières années, ils ne nous ont pas abandonnés. Ainsi, l'ensemble du peuple égyptien, du simple employé jusqu'au président du pays, doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour assister le peuple russe dans cette épreuve. Nous allons surmonter ensemble cette épreuve. Si vous entrez dans un hôtel, vous verrez que la plupart des visiteurs sont russes. Ils sont encore capables d'apprécier leur séjour malgré le drame, ce qui est normal dans la région.
Avec le début de la semaine de travail, les suites du crash de l'avion sur le flux de touristes russes se préciseront dans les prochains jours. Les Russes représentent déjà près des 2/3 des touristes venant en Égypte chaque année. Le pays figure parmi le top de leurs destinations les plus prisées. Lors de son discours, le président Al-Sisi a mis l'accent sur les différents défis qui attendent l'Égypte. L'économie a tenu une place fondamentale. Les Égyptiens subissent depuis longtemps les augmentations de prix régulières, qui sont la conséquence directe de l'inflation galopante dans le pays. La dévaluation récente de la livre égyptienne a encore plus alourdi le fardeau de la population pauvre du pays. Le président a promis de mettre fin à cette situation économique désastreuse. À la fin du mois, l'État mettra fin à son ingérence dans les marchés afin de réduire significativement le niveau de prix. Les actions en ce sens seront prises par le gouvernement et les forces armées du pays. Nous n'accepterons plus une situation où les prix sont élevés, et particulièrement pour les denrées de base. Le président a promis d'approvisionner le marché avec des produits subventionnés afin de tirer vers le bas l'ensemble des prix. Alors que nombre de ses prédécesseurs ont échoué à mettre fin à l'inflation chronique dans le pays, beaucoup d'Égyptiens espèrent que le président actuel y parvienne cette fois-ci. Il y a eu quelques développements positifs pour nous ces derniers temps, mais nous attendons encore de réels changements, particulièrement dans le contrôle de l'inflation galopante qui menace quotidiennement la vie de millions de pauvres Égyptiens partout dans le pays. Les efforts réalisés pour attirer les investisseurs étrangers ont également été mis en lumière par le président Al-Sisi. L'Égypte a en effet besoin de 10 milliards de dollars chaque année pour réaliser son objectif de croissance de 6% par an. Pour cela, l'Égypte doit impérativement un environnement propice aux affaires. Je ne peux pas dire aux investisseurs étrangers de venir en Égypte alors que je ne suis pas en mesure de leur garantir un approvisionnement continu en électricité et en gaz. Dire que nos routes et nos différentes infrastructures de transport sont très modestes est évidemment un euphémisme. Le chef d'État égyptien a indiqué qu'il avait besoin de près de 24 milliards de dollars pour reconstruire les infrastructures, les routes et les lignes de chemin de fer du pays. Les hommes d'affaires sont unanimes sur le sujet. L'Égypte a cruellement besoin de développer son réseau ferroviaire, particulièrement pour stimuler ses exportations vers les autres pays africains. Les infrastructures de transport du pays constituent une partie importante des problèmes rencontrés par les exportateurs. En 2014, près de 300 000 tonnes de produits égyptiens sont arrivés au port de Mombasa pour être réexportés. Nous espérons ainsi que les efforts communs en la matière soient réalisés afin d'augmenter le volume traité dans les prochaines années. Les experts rappellent que le président a hérité d'un tas de problèmes politiques et économiques qui ont freiné les efforts de développement du pays. Les plus grands défis étaient politiques et pour la plupart liés à la crise sécuritaire que l'Égypte a affrontée seule après les soulèvements du 25 janvier du 30 dernier. A fortement affecté l'économie du pays, notamment les attaques terroristes. Nous faisons de notre mieux pour s'attaquer à ces problèmes et les résultats ne se feront pas attendre. Yassine est artisan depuis 18 ans. Son activité est informelle. Il ne paye donc pas d'impôts ou de cotisations sociales. L'économie doit d'après lui être réformée pour que des personnes telles que lui puissent être incluses dans le système fiscal. C'est mieux de développer un nouveau système. Notre système fiscal est complètement injuste et les politiciens ne nous prennent pas. Ces 4 dernières années, la Tunisie a lutté pour se remettre des troubles sociaux de 2011. Mais les conflits en Libye et dans d'autres pays arabes ont eu un effet négatif sur la production et les exportations. Cet homme a un plan pour sortir de la crise. C'est le ministre du Développement et de l'Investissement. Il est entendu par les députés sur le budget de 15 milliards de dollars du gouvernement. Il confie que la Tunisie doit lever 2 milliards de dollars afin de mener à bien ses projets. Le financement, nous parlons d'un mini-plan Marshall pour 5 ans, principalement au niveau multilatéral. Bien sûr, les banques internationales, que ce soit les banques du monde entier ou les banques arabes, les banques islamiques par exemple, et via les accords bilatéraux que nous avons avec certains pays, en particulier avec ceux de l'Union européenne.
Le gouvernement négocie avec les pays du G7 pour obtenir 4 milliards de dollars supplémentaires. Mais les conditions à remplir pour l'octroi de ce financement ne sont pas connues. Pendant ce temps, la population serre les dents, en espérant une solution. Couleurs vibrantes des townships sont un must pour les touristes qui veulent rapporter quelque chose à la maison. C'est aussi pour les femmes sans emploi l'occasion de se sortir de la pauvreté. Township Patterns fait partie du mouvement Commerce équitable qui fournit un emploi à 80 femmes d'un township pauvre grâce à une coopérative de vêtements, de sacs et autres accessoires. C'est la création de l'Algérienne Nicole-Marie Hiresh qui a lancé Township Patterns il y a 15 ans après avoir été émue par la demande d'une femme rencontrée pendant ses vacances en Afrique. Township Patterns a commencé avec les femmes de Kayelitcha et je me suis engagée à les aider à trouver leur voie en devenant entrepreneuses et en créant leur propre emploi parce que c'était ce qu'elles voulaient. Donc en fait, je n'ai fait que répondre à leurs besoins. Ce n'est pas comme ce qu'on apprend dans les écoles de commerce avec des études de marché. C'est plus rustique, si on peut dire. À travers 8 coopératives d'internship, ces femmes apprennent la couture et l'entrepreneuriat de façon à pouvoir créer du travail pour les autres. Ces sacs fabriqués par elles sont commandés et envoyés un peu partout dans le monde, mais c'est dans leur boutique que les touristes peuvent voir et acheter ces produits colorés. Nous fournissons les détaillants, les organisateurs de conférences et nous allons chercher les clients, les gens qui recherchent des choses en relation avec les townships, qui veulent les célébrer, qui veulent faire partie du mouvement. Ici, nous répondons à ce besoin. Jusqu'à maintenant, plus de 120 femmes ont été formées à travers Township Patterns et ont reçu l'opportunité d'acquérir un savoir-faire et des connaissances. Je suis restée à la maison pendant longtemps alors qu'un Township Patterns m'a donné l'opportunité de me former, d'apprendre à coudre et finalement d'avoir un emploi. Je suis allée avec eux. C'est bon pour moi parce qu'au moins je peux mettre quelque chose sur la table si ce n'est pas assez. Mais au moins ça me permet de faire quelque chose par moi-même. Je peux faire maintenant, je peux acheter de la nourriture, des vêtements pour mes enfants et aussi faire des choses à la maison. Ça me plaît beaucoup. Pour l'instant, ces femmes sont heureuses de pouvoir faire quelque chose quand elles cousent. Elles font aussi beaucoup pour leur communauté. Une communauté dont tout le monde peut être fier. Après la victoire de son parti, l'AKP, et le retour de sa majorité parlementaire, le président turc pourrait relancer ses ambitions d'hyperprésidence. Un projet de présidentialisation du régime qui pourrait passer par une réforme constitutionnelle. Dans notre paysage politique, la décision des événements les plus fondamentaux est toujours entre les mains du peuple. La nation a le choix de la stabilité. Une stabilité qui n'est pas obstacle à ses volontés de renforcement de ses pouvoirs, mais qui n'est pas chose acquise pour autant. Toute réforme constitutionnelle doit passer par le vote d'au moins 367 parlementaires, une supermajorité que l'AKP, malgré sa victoire écrasante, ne détient pas, mais qui n'empêchera pas le président de convoquer un référendum avec l'accord des autres partis. Autre question posée, l'avenir des relations du régime avec les Kurdes et avec le PKK en voie de radicalisation. Certains dans les rangs kurdes attribuent le succès du parti islamo-conservateur à une stratégie de la peur entretenue par le pouvoir entre les deux élections. Les affrontements dans le sud-est de la Turquie, région majoritairement kurde du pays, ont continué depuis que le cessez-le-feu en vigueur depuis 2012 a volé en éclats. Conséquence, le HDP, le parti pro, même s'il reste au gouvernement, ressort affaibli de ce scrutin. Le HDP est l'un des plus grands perdants de cette élection. Il a perdu 20% de ses votes. Les Kurdes ont fait passer le message qu'ils veulent la paix et la sécurité 2 ans et demi après la fin du cessez-le-feu entre le PKK et l'État turc. Beaucoup de Kurdes sont passés du parti HDP à l'AKP. L'Union européenne scrute aussi avec attention cette nouvelle donne politique turque. Les Européens ont fait de la Turquie un partenaire aujourd'hui indispensable dans la gestion de la crise des migrants, en fermant par les yeux sur les dérives autoritaires du régime.